On vous parle de Naga. Alors, c'est un film saoudien qui est sorti sur Netflix. Le réalisateur s'appelle Meshal Al-Jazer. C'est son premier long métrage. Il avait déjà fait des courts métrages. Et c'est vraiment une superstar en Arabie Saoudite, j'ai vu ça. Il avait notamment fait une web série qui s'appelait Folaim, excusez-moi si je ne prononce pas très bien, et qui avait cumulé plus de 200 millions de vues. Et d'ailleurs, sur son compte Instagram, il a 2 millions de followers. Donc c'est vraiment quelqu'un de très connu là-bas. Me direz-vous pourquoi il n'a pas fait de film auparavant? Eh bien tout simplement parce que en Arabie Saoudite, le premier cinéma a été installé à partir de 2018, puisque le cinéma y était interdit avant. Donc, ce qui est quand même plutôt une bonne raison de ne pas faire du cinéma dans le pays. Et donc le cinéma saoudien est en train d'émerger actuellement, suite à l'autorisation et suite à une certaine forme de libéralisation du pays, du moins sur certains aspects. Au scénario, Meshal Al-Jazer a travaillé avec un collaborateur qui s'appelle Nawaf Al-Shubaili, qui est notamment scénariste du remake saoudien de The Office. Car oui, il y a un remake saoudien de The Office, le saviez-vous? On connaissait le remake américain avec Steve Carell, mais on ne connaissait pas le remake saoudien. Connaissiez-vous le remake français avec François Berléand? Peut-être pas. Ça s'appelle Le Bureau, je vous laisse aller voir. À la photographie, nous avons Ibrahim Al-Shangeti. Au montage, nous avons Meshal Al-Jazer qui a travaillé dessus et Light Majali qui avait fait le montage et de la photo sur certaines productions saoudiennes qui avaient lieu précédemment. Ce qui veut dire qu'il y avait déjà eu des films saoudiens par le passé, mais ils étaient plutôt destinés à un public international, par essence, puisqu'ils ne pouvaient pas sortir dans leur propre pays. À la musique, nous avons Omar Fadel, qui a divers crédits comme musicien sur plein de productions, et qui a notamment travaillé sur l'OST de Assassin's Creed Black Flag, un jeu vidéo. D'accord. Et au cast, on a principalement une actrice qui s'appelle Adwa Bader, et donc c'est le premier rôle. Avant d'être actrice, elle était mannequin. Voilà, j'ai trouvé ça. Naga en arabe signifie chamelle. Mais alors, de quoi ça parle, Nam? Peux-tu nous le dire? En tout cas, ça débute en 1975. Je ne savais pas, mais les chiffres arabes ne sont pas exactement les mêmes que nos chiffres arabes à nous. D'accord. Que se Si. passe-t-il? Eh bien alors, contrairement à ce que le synopsis laissait entendre, c'est pas l'histoire d'une femme qui va se faire poursuivre tout le film par un chameau pas content. Parce qu'à la base, c'est quand même ce que le synopsis nous vendait. Hein. Voilà, on nous a vendu ça sur le marketing, on s'est dit go, on y va, une histoire de chameau vengeur, c'est parti. Il y a quand même un peu une histoire de chameau vengeur, mais ça ne Il y a part quand pas même une de là. histoire de chameau vengeur, mais bon, c'est une petite partie du film. Non, de quoi parle le film? Le film, donc, tu suis une femme dont j'ai oublié le nom. Qui s'appelle Sarah. Sarah. Ouais. Et donc Sarah, qui est donc saoudienne, qui a une amie qui va se marier et qui au début la rejoint est amenée par son père au centre-ville pour rejoindre son amie, pour l'aider à organiser son mariage. Et puis tu comprends très rapidement qu'en fait elle a jamais eu l'intention de rester très longtemps. Et elle va rejoindre son copain qui l'emmène en soirée. Mais attention, car à 21h, son père va venir la chercher et il faut qu'elle soit rentrée avant 21h. Sinon, on sait pas quoi. Mais on sent que ça pue pour elle. Voilà, de toute façon, dans le film, tout pue pour elle dans le film. Oui, ça se passe globalement mal pour elle dans le film. D'ailleurs, ça commence donc par un espèce de flashback qui va nous éclairer un petit peu sur la psychologie du père, où on commence dans les années 1975. Alors, ce qui est assez intéressant d'emblée, alors c'est qu'on commence par ce plan qui nous indique très clairement qu'on est dans un thriller. Hein. Ça, c'est le plan Vertigo, hein, le plan d'escalier qui est obligatoire, avec la caméra qui va descendre en plan séquence et qui va nous montrer les personnages un petit peu sur des angles comme ça sur le côté. Donc déjà, on voit qu'il y a quand même une ambition visuelle qui... On n'est pas dans un classicisme visuel, en tout cas. On a vraiment envie de faire quelque chose d'un petit peu psychédélique, quoi, d'une certaine manière. Avec Et vraiment... ça débute à fond. Hein. Voilà. Notamment ce chameau qu'on va déjà voir apparaître à un moment au début comme une image annonciatrice. L'envie de faire des plans un peu qui claquent. Ça, c'est dans un magasin de tapis. On voit qu'elle observe l'extérieur à travers le trou d'un tapis pour voir si elle est observée et qu'elle peut s'esquiver, etc. Donc vraiment plein de trouvailles visuelles à la seconde. Ah bah, de toute façon, ça se sent que c'est un premier film. Hein. Le film il est généreux, t'as plein Oui, d'idées et puis ils y vont à fond quoi. ils y vont à fond les ballons et ce qui fait que le film est très agréable. Effectivement, donc quand ils vont aller à cette soirée-là, quand même, à un moment, va y avoir un petit accident de voiture. On va comprendre qu'ils ont percuté un bébé chameau. Et la mère de ce bébé chameau va le voir. Cette chamelle va vouloir prendre sa revanche et va se mettre à attaquer la pauvre Sarah
qu'elle va avoir repéré en tout cas. Mais c'est une péripétie parmi celles qui vont l'attendre donc au milieu des dunes où il va se passer plein de choses, un raid de police, un braquage de glaciers, de camions de glace, enfin ce genre de choses. Et puis je trouve aussi que ce qui est très intéressant aussi tout au long de ce film, c'est voir aussi l'organisation et le fonctionnement de la société saoudienne. Mm-hmm. Et parce que pour le coup d'ailleurs dans le film il y a même un parce que bon c'est un film d'Arabie Saoudite, on pourrait se dire que au niveau de leur discours ils sont très fermés. Et au final, je trouve qu'ils sont assez libres dans ce qu'ils peuvent dire, parce que ils vont pas forcément mettre de point de vue, mais ils vont pas hésiter à montrer les dysfonctionnements de la société, en tout cas. Oui, en tout cas, ce qui va être montré, enfin pour moi, est effectivement même très subversif. Et je suis même très étonné que ce film ait été autorisé par le régime. La dernière fois que je me suis dit ça, malheureusement, c'était pour le film La Loi de Téhéran et son suivant, Leila et ses frères. Qui sont des films iraniens et où le réalisateur a été mis en prison tout de suite après. Donc j'espère qu'il va pas lui arriver ça. Après, la chance qu'il a lui, je pense, dans sa liberté d'expression, c'est que c'est quelqu'un qui a l'air d'être très suivi et d'avoir beaucoup d'écho auprès du peuple saoudien, quoi, tout simplement. Donc ça a l'air d'être quelqu'un qui est apprécié, qui a cette légitimité-là à en parler. C'est vrai que j'avais noté notamment que parmi les thèmes, il y avait des choses qui m'avaient surpris. Par exemple, à un moment, il y a un raid de police et on va voir les personnages fuir la police. Qui est dans un pays dictatorial, quand même déjà montrer ça, c'est plutôt pas mal. La scène d'introduction dont on n'a pas beaucoup parlé, en fait, se déroule dans un hôpital et on va comprendre qu'en fait un homme a fait accoucher une femme. Et là-bas, en Arabie Saoudite, normalement, les femmes font accoucher les femmes. Si un homme fait accoucher une femme, c'est considéré comme c'est terrible. Et donc, et on va voir que le mari de cette femme va venir se venger contre cet homme-là. Le fait d'avoir posé ça en scène d'introduction et en espèce de trauma originel, ça c'est pareil, c'est très subversif. Aussi est très subversif le fait d'avoir des personnages féminins un personnage féminin en tout cas, qui est au cœur du film, qui est quasiment toujours présent et qui n'est quasiment jamais voilé par ailleurs. Et qui va avoir sa liberté, qui va échapper à son autorité parentale et même à la fin va mettre une claque à son frère. C'est le plan final du film. Alors c'est son petit frère, mais ça on sait quand même à quel point ça peut être subversif dans une société plutôt traditionnaliste. Et notamment aussi à la fin, une scène où on voit carrément une mosquée brûlée. Alors on ne sait pas pourquoi cette mosquée brûle, il se trouve que c'est une coïncidence, mais en tout cas rien que le symbole de faire brûler une mosquée à l'image, pour moi est quelque chose de vraiment très subversif, et pour ça il faut vraiment saluer la liberté de ton, en tout cas, du réalisateur, en espérant qu'on ne lui porte pas préjudice en disant tout ça. Mais même, tu vois, genre dans le traitement de Sarah, parce que tu dis souvent elle est pas voilée, mais quand elle est avec son père notamment, elle est en voile intégral avec juste tu sais les fentes pour les yeux qui sortent. Et même ça, le film te montre que c'est quand même une manière de pratiquer la religion assez extrême. Parce que quand elles se baladent dans la rue, les femmes certes vont être voilées, mais il y en a beaucoup qui vont être visage apparent, cheveux apparents. Voilà, une mèche de cheveux qui sort ou un voile coloré, etc. Et effectivement, elle passe pour être dans une famille spécialement traditionnaliste. Et d'ailleurs, ça fait un portrait de l'Arabie Saoudite qui est beaucoup plus contrasté que ce qu'on pourrait voir dans les médias où on nous explique que c'est une société unilatéralement très traditionnaliste. Et puis même, tu vois, dans le film, alors on voit pas de consommation effective de produits stupéfiants. Enfin, techniquement, il y a une scène où si, mais il y a pas, on voit pas par exemple de gens fumer de joints ou de gens boire de l'alcool. Mais le film te précise que même dans cette société dictatoriale très fermée, ils boivent de l'alcool et ils prennent de la drogue et voilà, ça tourne, faut juste pas se faire choper quoi. Et ça va notamment se ressentir avec des effets qui sont à l'image, des effets qui vont être psychédéliques, notamment avec des couleurs, etc. Et notamment un effet que, au début, je me suis demandé si je l'avais halluciné l'effet. En fait, il y a un type qui vient leur parler. Et oui, avec les yeux. Oui, voilà, il a ses yeux qui grossissent. Et je me suis dit, bah non, mais c'est peut-être juste un effet de caméra. Et même à un moment, quand ils sont au glacier, il y a un personnage, sa tête, elle rétrécit un peu au fur et à mesure. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est normal et tout? Et effectivement, c'est une manière comme ça de représenter la drogue. De toute façon, de manière générale, les idées visuelles qui sont dans le film, ce qui va guider la mise en scène du film, c'est l'état psychologique de l'héroïne. C'est-à-dire, l'héroïne va passer dans des états de stress, dans des états où elle va un peu planer, dans des états où elle va être beaucoup plus calme, et donc la caméra va suivre un petit peu ces mouvements-là et faire des effets qui correspondent à sa psychologie, ce qu'on fait souvent par ailleurs dans les thrillers. Et donc, comme tu l'as dit, c'est un petit peu une course contre la montre, donc tout va un peu à 200 à l'heure.
Ce qui fait que le scénario parfois peut être un petit peu nébuleux ou difficile à suivre, surtout qu'il y a beaucoup de flashbacks et d'allers-retours, mais ce qui fait qu'on s'ennuie jamais, parce qu'en tout cas le film avance toujours, et en fait ce qui est intéressant c'est surtout de passer de scène en scène, quoi. Moi ça m'a fait penser à un film, ce film allemand qui s'appelait Cours Lola Cours, où c'était une braqueuse qui devait s'échapper, et il y avait des changements de style comme ça au fur et à mesure de sa course-poursuite. Ça m'a fait penser un petit peu à ça au niveau des effets. Même si je trouve que du coup, pour faire un petit bémol, le film quand même, au niveau de sa narration, est parfois très alambiqué. C'est vraiment, on passe d'un moment à l'autre, on sait plus où on est un petit peu... En tout cas, moi j'ai été un petit peu perdu parfois pendant le film, même si tous les éléments s'imbriquent plus ou moins bien au final. Et même tous les arcs qui sont lancés trouvent une conclusion, c'est ce qui est appréciable aussi. Mais c'est vrai que parfois, on est un peu coupé au milieu d'une scène intense, on revient au milieu d'un truc plus calme, on revient dans la scène intense, mais on sait plus trop où on était. Donc, mais bon, ça, je pense que c'est un problème de premier film, où voilà, parfois c'est toujours un petit peu difficile de jauger le rythme, surtout quand on veut en mettre beaucoup. Et donc, du coup, moi je préfère quand même un film généreux et un peu bordélique, qu'un film où on s'ennuie, quoi, finalement, et poseur. Puis, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que dans ce film, il y a un côté un petit peu frère Cohen, dans le sens où pendant leur périple, ils vont rencontrer plein de personnes très bizarres, avec ou des fois t'as juste des... Par exemple, il y a le mec agressif en voiture, on voit jamais son visage. C'est juste que à un moment, il sort un flingue de sa fenêtre, et puis tu passes à autre chose, et il est recité à un moment dans le film plus tard, et c'est tout. Comme un danger qui est présent, qui peut arriver. Mais c'est tout. T'as pas plus d'éléments sur lui, et c'est juste un élément parmi d'autres. Et t'as pas mal de petits personnages comme ça que tu vas voir réapparaître. Parce que même au niveau ça c'est un truc un peu, je sais pas ce que t'en penses, mais au niveau de la spatialisation, c'est un peu bizarre comment c'est fait. Parce que de la manière dont ils en parlent, t'as l'impression qu'ils vont dans le désert super loin, et en fait c'est pas très loin de la ville. Ouais, en fait, si j'ai bien compris, ils ont posé des espèces de tentes pour faire la fête dans le désert, mais en gros ils peuvent replier tout très vite pour y aller, mais sauf qu'en fait, on a l'impression que parfois elle est un peu prisonnière de cet endroit-là, elle se finit toujours par retomber au milieu, quoi. Il y a un côté un petit peu labyrinthique. Qui va bien du coup avec le scénario, et aussi ce que tu disais sur le ton un peu à la Frère Cohen, je suis totalement d'accord, c'est à dire qu'en fait c'est un thriller, mais je pense que le ton n'est pas extrêmement sérieux et sombre. On n'est plus, même si ce qui est dit est très sombre, il y a quand même un côté très absurde dans certains éléments qui peuvent se passer. Effectivement, il peut y avoir des accidents dans le scénario avec des choses qui se passent, comme ce personnage qui, effectivement, va les menacer en voiture, on va pas savoir qui c'est, etc. Et en fait, pour moi, ça l'orne vraiment du côté de la comédie noire, notamment aussi avec le pitch de cette espèce de chameau vengeur qui va revenir de temps en temps, se rappeler à son bon souvenir de l'héroïne et l'attaquer, qui est une espèce de présence fantomatique là comme ça qui sort d'un coup, qui surgit au milieu du film, et aussi à travers la musique qui c'est une musique assez goofy, quoi. En général, c'est toujours une musique très légère, il y a un côté bénil, quoi, parfois même dans la musique, alors que ce qui est montré est pas du tout rigolo. Donc il y a quand même une volonté comme ça de redescendre les choses et de leur donner un ton assez absurde, qui est, pour moi, est assez bienvenu en tout cas. Oui, parce que quand même, ce qui ressort le plus du film, quand même, dans ce qui se passe, c'est que la pauvre Sarah, elle est quand même dans un monde extrêmement hostile envers elle, que toutes les scènes du film vont pas forcément te faire ressentir, mais on a quand même, ouais, un patriarcat qui est extrêmement présent. Faut toujours qu'elle soit accompagnée. Même dans les fêtes, tu sens qu'il y a des mecs qui vont un peu venir la dragouiller parce qu'elle est pas dans les quartiers réservés pour les filles. C'est un peu pas très rassurant quand même. Oui, oui, c'est-à-dire que on sent qu'elle évolue dans un monde assez dangereux, en tout cas pour elle, même si... et d'ailleurs, il y a un parallèle notamment qui est fait à la fin, où elle est en train de courir pour rentrer chez elle, et on voit, il y a l'équipe de football d'Arabie Saoudite qui vient de jouer un match et qui vient de gagner, et on voit tous les mecs qui, eux, sont très insouciants, très contents et très légers, quoi, quelque part, alors qu'elle, cette légèreté-là, elle peut pas l'avoir. Donc ça, c'est la fameuse scène où ils prennent le liquide interdit, avec une petite substance à l'intérieur vers le début du film. Ça c'est pour donner, donc ça c'est quand ils ont percuté le petit chameau. Donc on va voir beaucoup de scènes. Donc le film se déroule la nuit, hein, donc du coup à l'image on va avoir beaucoup de jeux de lumière, avec que ce soit avec les phares, les lumières de la fête, etc. Notamment pour rentrer dans cette fête, il y a une espèce de grand corridor très psychédélique comme ça. Ou d'ailleurs quand les personnages passent ce corridor-là, c'est toujours qu'ils sont en panique et qu'ils doivent courir pour aller chercher quelqu'un.
Donc vraiment pour le décor qui représente vraiment la psychologie des personnages. Voilà, elle va essayer de s'approcher de la maman chameau et la maman chameau va la bolosser et se rappellera à son bon souvenir plus tard. Des images aussi un petit peu de la fête. J'ai lu que sur le tournage, en fait, ils n'ont pas du tout créé quasiment de décor et ils ont essayé de se baser avec des choses qui existaient déjà pour donner un ton plus naturaliste et aussi pour des questions de budget, j'imagine. Et aussi avoir la volonté d'avoir une certaine authenticité. Et comme tu disais tout à l'heure, représentation de la société saoudienne. Et on va voir effectivement une fête typiquement saoudienne, des tentes et des organisations typiquement saoudiennes. Notamment, au moment où elle va rentrer dans une tente où il va y avoir des cimetières comme ça qui sont accrochés au mur. Alors c'est très drôle parce qu'elle se balade là-dedans à l'intérieur. En fait, elle, qu'est-ce qu'elle cherche dans cette tente? Elle cherche le chargeur du téléphone pour recharger son iPhone et appeler sa copine pour qu'elle vienne la chercher, quoi. Et donc bon, ouais, ça c'est un peu la tarte à la crème, mais c'est un peu Arabie Saoudite entre tradition et modernité. Voilà, comme on pourrait dire. Oui, parce que, c'est de ce que je comprends là, de ces histoires de grandes tentes. Il parle de camp dans le film. En fait, c'est genre le mode de vie traditionnel saoudien, mais qui aujourd'hui est un truc réservé aux riches parce que faut ramener des bouteilles d'eau dans le désert, quoi. Avec ce plan que j'ai trouvé vraiment incroyable, où en fait elle est dans cette grande tente et le propriétaire de la tente, qui est aussi le patron de la soirée, va arriver et va la surprendre alors qu'elle a rien à faire là, parce qu'on comprend que le mec aussi est un peu dans des affaires un peu louches, on va dire. Et en fait, d'un coup, la tente va devenir énorme. C'est-à-dire qu'avant, elle avait une taille à peu près normale. Et là, d'un coup, avec cette espèce de grand angle, on va avoir l'impression vraiment que la tente est gigantesque. Et on va avoir un champ contre champ entre les deux personnages qui vont vraiment être à des kilomètres de distance, quoi. Et donc ça, j'ai trouvé voilà, des effets de mise en scène vraiment qui sont, pour moi, marquants et vraiment très réussis, quoi. Et d'ailleurs, il y a aussi une scène avec une très grande tension envers la pauvre Sarah, qui décidément a pas de chance. Et toujours là, au mauvais moment, au mauvais endroit, et prend toujours la mauvaise décision qu'il faut pas prendre. Et en plus, tu vois, ce que j'ai trouvé plutôt intéressant, c'est qu'au final, tu sens qu'elle est en danger, qu'elle est très en danger, alors qu'en vrai, il se passe pas grand-chose. C'est pas, elle se fait quand même enfermer. T'as limite un peu un enlèvement à un moment, elle se fait confisquer son portable, mais on reste quand même dans quelque chose on n'est pas dans un déchaînement de violence. On est vraiment dans quelque chose de plus verbal. Et verbal sans être insultant non plus. C'est vraiment le ton, la posture que vont prendre les personnages qui rendent de tout extrêmement inquiétant pour elle. Et je trouve que c'était pas mal fait. Et en fait, il y a un véritable écart entre une menace qui serait une menace un peu qui est toujours au-dessus d'elle, l'espèce de l'ombre planante du père, hein, puisque de toute façon, j'ai mis un plan après, mais on voit vraiment que tout le long du film, c'est ça qui irrigue le film, c'est qu'en fait, c'est la peur de son père qui est la plus grosse menace qu'elle peut avoir. Une menace qui est très directe, c'est juste qu'il y a un chameau qui veut la bolosser. Alors évidemment, cette chamelle d'ailleurs, parce que c'est une chamelle, c'est ça qui est important, c'est qu'il y a quand même une métaphore de... c'est une femelle à qui on a pris son petit et à qui on a arraché finalement sa maternité, d'une certaine manière. Et peut-être que la place de la femme dans une société traditionnaliste là-bas, c'est la place de la maternité, finalement. Et donc le fait d'arracher la maternité à ce personnage-là, c'est un peu ça qui la rend folle, la chamelle, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, le plan final du film, alors qu'il y a un plan d'ailleurs assez fantasmagorique, où on a l'impression que cette chamelle a été cuisinée et qu'elle va la dévorer, quoi, d'une certaine manière. Ça c'est assez intéressant. Voilà encore un plan de mise en scène très sympa avec deux personnages qu'on va pas voir beaucoup, mais vraiment un personnage sur la droite qui va être très calme, qui est donc ce fond rouge, et l'autre on voit le vent dans les feuilles et lui il est très agité, etc. Donc toujours ce parallèle et toujours voilà des idées graphiques qui fonctionnent très très bien. Elle essaie d'appeler avec son portable, sa voiture se fait éclater par le chameau. Là, elle est sous sa voiture parce que le chameau est autour. Elle rentre en courant, évidemment elle est en retard. Un très beau plan ralenti, il y a toujours des grands plans, voilà, sur des lustres comme ça, magasin de luminaires, ça c'est très très réussi aussi. Et elle arrive et en fait, la mosquée brûle, elle va faire croire qu'elle était dans la mosquée en gros. Comme sa mère lui a dit, quand tu sors, tu dois toujours aller faire tes prières, qu'en fait elle était allée faire sa prière, qu'elle était restée là-bas, qu'il y a eu un incendie et elle va utiliser cette coïncidence pour s'en tirer, quoi. Oui, pour pas se faire engueuler par son père. Avec un sujet un petit peu religieux là-dessus, parce qu'à un moment, elle mange une glace avec son petit ami, et il y a un insecte qui se pose sur la glace, et son petit ami lui dit ça c'est un signe d'Allah qui te dit qu'il faut pas que tu manges trop de glace, sinon tu vas être malade.
Et donc, de la même manière, on pourrait voir cette mosquée incendiée comme une espèce de signe du destin, quoi, qui lui permet de s'en tirer en disant, voilà, c'est bon, t'as rien fait de mal, au final, tu peux te remettre là. Et voilà, et donc ça, on arrive vers la fin du film, et on voit qu'elle regarde la télévision, et on voit, c'est la première fois d'ailleurs qu'on voit son père, dont on a entendu parler, puisque le père était le bébé accouché au début du film, dans la scène de l'hôpital, et donc son père a massacré tout le monde au moment de sa naissance, ce qui... Non, son grand-père, du coup. Oui, son grand-père, oui. C'est oui, son grand-père qui a massacré tout le monde au moment de sa naissance. Oui. Et donc, du coup, Et ce du qui coup, explique le père est sourd. voilà, son espèce de trauma originel qui fait que qu'il est dans ce traditionnalisme-là. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment la matérialisation de l'ombre du père qui plane sur elle quand elle est chez elle, quoi, en tout cas. Donc voilà. Est-ce qu'on avait d'autres choses à dire sur Naga? Pour moi, bon voilà, comme je l'ai dit, c'est un petit peu le défaut d'un premier film de peut-être vouloir trop en mettre et d'être un peu trop alambiqué par moment et de partir un peu dans tous les sens. Par contre, je trouve que c'est vraiment un film très courageux, très entraînant, très intéressant à décortiquer et avec vraiment une générosité visuelle qui moi, m'a marqué. Et vraiment, vraiment un bon film à voir, imparfait, plutôt réussi à découvrir et plutôt prometteur pour la suite en tout cas. Bah oui, et puis surtout un film plus, comme tu dis, prometteur, notamment parce que c'est étonnamment libre dans ses propos, Mm, ce qui est quand même très surprenant. Et puis ouais, un film très intéressant aussi dans tout ce qui te montre de cette société, qui est une société qu'on connaît très peu, hein, parce que c'est une société dont on a très peu d'images aussi, et auquel on va pas forcément en vacances. Euh, mais ouais, non, c'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Et puis ouais, j'espère que le réalisateur va pouvoir en faire d'autres. Alors du coup, est-ce qu'on a des recos à faire? Nam, je te laisse commencer. Oui. Alors, j'ai cherché un film de femme en milieu hostile. Mhm. Et je me suis dit, je vais recommander le portrait de la jeune fille en feu. Excellent film. Voilà. Avec une C'est photographie vachement- renversante. Oui. C'est super beau, c'est très beau, c'est très touchant. Et comme dans Naga, le vrai méchant du film, c'est le patriarcat, C'est ça. qui en plus va pouvoir être également invisible. Comme dans Naga, où des fois le patriarcat va être présent, même s'il n'y a pas d'homme dans la pièce ou à l'image. Mhm. Voilà. D'ailleurs, je crois qu'on voit Attention. quasiment pas d'hommes dans le film, hein. Dans Portrait de la jeune fille en feu? Ouais, je crois même pas qu'il y en ait. Je sais même pas s'il y a des acteurs. Je sais même pas si on en voit. En tout cas, je sais pas s'ils ont une ligne de dialogue. C'est possible que non, en effet. Ouais. Que... Parce que oui, pour oui, moi, il y a c'est- trois c'est- femmes, c'est-à-dire il y a Adèle Noémie et la servante dont je sais plus le nom. C'est peut-être Louane Brajrami, je sais plus qui est l'actrice. Mais, euh, mais voilà, alors très bonne recours. Un très bon film toujours à voir. Et vous verrez que si vous le notez sur Letterboxd, vous aurez une petite surprise sur la notation. Que je ne vous spoil pas. Je vais vous recommander pour ma part encore deux films, évidemment, car je ne sais pas choisir. Un film saoudien, car j'avais déjà vu un film saoudien, c'est le deuxième film saoudien que je vois. C'était sans doute le film saoudien le plus connu jusqu'ici. C'est un film qui s'appelle Vajda, qui est d'une réalisatrice qui s'appelle Haifa Al-Mansour, qui est un film avec un propos féministe très intéressant, qui est un film qui a effectivement été fait pour un public plutôt international du coup, puisque c'est un film qui date de 2012. Mais vraiment un très beau film qui donne à voir la société saoudienne dans un contexte beaucoup plus social et beaucoup plus naturaliste, en tout cas beaucoup plus proche du quotidien, on va dire. Et le deuxième film que je vais vous recommander, c'est un film qui se veut être un peu par moment aussi, avoir ce côté un peu trip hallucinatoire, avec également une femme en milieu hostile, et c'est un film qui s'appelle Les Nuits de Mashhad, qui est un film d'enquête qui se déroule dans la ville de Mashhad en Iran. Ça a été réalisé par Ali Abbasi, qui est un réalisateur qui vit au Danemark, mais qui est d'origine iranienne, et un film également qui a un propos assez subversif par rapport à la société iranienne, par rapport à notamment une certaine hypocrisie. On va suivre. En fait, il y a un tueur en série dans cette ville de Mashhad. Il y a une journaliste qui va enquêter dessus, et on va se rendre compte un petit peu des obstacles que le patriarcat, en tout cas, met sur sa route. Film très chouette, qui était présenté à Cannes et qui est un petit peu passé sous les radars parce qu'il y avait eu pas mal de films dans le même genre qui étaient sortis, et notamment je pense la Conspiration du Caire avait mieux marché, qui est un très bon film aussi d'ailleurs, un très bon thriller. Mais en tout cas, Les Nuits de Mashhad, voilà, je vous recommande ça aussi. Ok. Merci.
Et bah voilà, merci à tous. Bah merci à tous ceux qui nous ont suivis. Oui. Pour ceux qui ont regardé sur YouTube jusqu'au bout, bah merci d'être arrivés jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Nous, ça nous fait plaisir. Et puis de toute façon, on ressort très régulièrement des, des petites capsules sur les films. Évidemment, les capsules qui marchent le mieux, c'est sur les films les plus connus. Mais nous, ça nous tient à cœur aussi de montrer que sur les plateformes, bah, on peut trouver des films de pays qu'on n'a pas l'habitude de voir, de films qui n'étaient pas de toute façon distribués au cinéma sous nos latitudes, et qu'il y a aussi une richesse à aller chercher. Et voilà, Oui, je on peut pense avoir des bonnes qu'aujourd'hui, surprises. voilà, aujourd'hui on a eu deux bonnes surprises, donc un film indien, un film saoudien, donc c'est pas des films voilà, qu'on voit tous les jours, donc c'était intéressant de faire cette publicité-là. Voilà, et ben merci tout le monde, bye bye, ciao ciao, Et à bientôt. à bientôt.